Sur ce plateau, Ludovine de la Rochère, bonsoir madame, vous êtes présidente de la Manif pour tous, vous étiez évidemment tout à l'heure au cœur de cette manifestation parisienne. Entrez chers invités, nous sommes en direct. Jean-Christophe Gallien qui fait son entrée, politologue, venez vous asseoir là Jean-Christophe. Voilà, et Dominique de Montvalon, ce sont les joies du direct, voilà nos deux éditorialistes qui sont présents également. Bonsoir messieurs. Jérôme Dubu, conseiller à La République En Marche de Paris, et l'excellent Georges Fenech, notre consultant, ancien magistrat. Nous sommes tous présents pour entamer ce premier thème, donc liberté, égalité, paternité, c'était l'un des slogans phares que l'on pouvait entendre aujourd'hui dans les rues de Paris. 2 jours avant l'examen par les sénateurs du projet de loi bioéthique, 26 000 opposants, selon le cabinet indépendant Occurrence, 26 000 opposants à la procréation médicalement assistée ont manifesté dans les rues de Paris. C'est le collectif Marchons Enfants qui réunissait 22 associations, dont la Manif pour tous, dont vous êtes la présidente, Ludovine de la Rochère, qui était à l'initiative de ce rassemblement. Un mot d'abord sur l'affluence qui vient de tomber, selon le cabinet Occurrence, 26 000 personnes. C'est 3 fois moins que lors de la précédente manifestation au mois d'octobre dernier. Faut-il y voir une démobilisation de vos partisans? Non, il faut y voir le résultat, un chiffre indiqué qui est risible. Occurrence a d'ailleurs dit officiellement sur son compte Twitter avant les vacances de Noël qu'ils ne sont pas en mesure de compter certains types de manifestations, et il mentionnait notamment et explicitement la Manif pour tous. Ils ne peuvent pas compter des événements dans lesquels les gens arrivent au fur et à mesure, tout le temps et tout le long du parcours, y compris sur la place d'arrivée. Et là, dans le contexte de grèves qui ne sont pas complètement résolues, il y avait quand même relativement peu de trains, enfin en tout cas, ça n'était pas la normale ni pour les métros. Et les gens sont arrivés tard, relativement tard, plus tard que d'habitude. Mais je pense que Occurrence n'a pas vu toute l'avenue de l'Opéra, qui est très large et très très longue, qui était remplie. Vous les avez vu sur les illustrations qui sont à l'antenne actuellement. C'était véritablement une démonstration de force. Donc ça reste un succès pour vous, ce qui s'est passé aujourd'hui? C'était un très bel événement, une très belle mobilisation, et des gens qui, il faut le dire, avaient froid. Venaient pour certains de loin, de très loin, jusque du sud de la France. Et je trouve, la première des choses que j'aurais envie de dire, c'est de saluer leur générosité. Ils ne défendent pas d'acquis, ils n'ont pas d'intérêt personnel dans ces débats de société. Ils sont vraiment là pour le monde de demain, pour les générations à venir. Et c'est bien généreux et admirable, je trouve. Un débat de société qui, a priori, nous concerne tous. Un débat quasi philosophique que l'on va avoir tous ensemble, juste après avoir entendu quelques-uns, justement, des manifestants dans les rues de Paris aujourd'hui. On est venu comme on est venu à chaque manifestation depuis le projet de loi sur le mariage, parce qu'on est profondément convaincus que c'est une évolution très négative pour notre société et pour l'être humain. Ce qui se passe maintenant avec la PMA puis la GPA, c'est contre nature. Donc on n'a pas trop envie de voir tous les excès que ça pourrait donner. Et on considère que c'est irrespectueux envers les pères des enfants qui n'auraient plus le droit de connaître leurs enfants. On vient pour tous les enfants, pour tous les futurs enfants, qu'ils aient ce bonheur, cette joie d'avoir un papa. Alors dans un premier temps, si vous voulez bien, Ludovine de la Rochère, on va revenir au b.a.-ba de ce qu'est la PMA pour les gens qui nous regardent. On rappelle concrètement que la PMA, c'est une technique médicale qui consiste à manipuler spermatozoïdes et ou ovules pour aboutir à une fécondation et aider donc un couple infertile ou une femme à avoir un enfant. Quand on lit ça, basiquement, on se dit c'est un progrès qui aide les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants à en avoir, et donc pourquoi le combattre ? Alors le sujet qui se pose là dans le projet de loi de bioéthique, c'est la PMA sans motif médical, donc des personnes qui sont fécondes a priori, ça n'est pas le motif si vous voulez, et puis sans père, en l'absence de père pour l'enfant, il est sciemment privé de père et pour toute sa vie, c'est-à-dire que c'est en utilisant du sperme qui est soit donné, soit éventuellement vendu il y a différentes possibilités, donc ces différents aspects sont tout à fait spécifiques de la PMA dont nous parlons, PMA sans père. Et puis il faut dire que dans le projet de loi de bioéthique, il y a beaucoup d'autres mesures qui sont lourdes de conséquences et d'implications et qui ne sont pas respectueuses de l'humain, de l'éthique, tout simplement. C'est plutôt un projet, à vrai dire, anti-éthique.
Jérôme Dubu, vous représentez la majorité présidentielle sur ce plateau. Qu'est-ce que vous répondez aux opposants de la PMA qui étaient dans les rues aujourd'hui et qui s'inquiètent donc pour le schéma familial qui est en train d'être chamboulé notamment et cette marchandisation donc du corps qui est le risque pointé par les opposants? Il ne faut pas tout confondre. Il ne s'agit pas d'une marchandisation des corps parce que la GPA a été exclue de ce projet de loi. Alors la GPA qui est la Très gestation clairement, pour autrui qui n'est pas dans le projet de loi. Le président de la République l'a rappelé. Le président de la République a rappelé à plusieurs reprises. Il n'y aura pas d'orientation vers la GPA tant qu'il sera président de la République. C'est clair, net et précis. Donc il faut arrêter de fantasmer là-dessus. Premier point. Deuxième point sur le nombre de manifestants. D'habitude, on avait la préfecture et puis les organisateurs qui nous donnaient des chiffres très différents. Maintenant, on a troisième organisme indépendant qui nous donne aussi des chiffres différents. J'aurais tendance à dire que c'est au milieu de ces deux chiffres qu'il faut voir la réalité. Pour l'instant, on n'en a qu'un. Donc on est beaucoup moins mobilisés que sur la manif pour tous et sur le mariage pour tous. Ça, c'est clair et net. Qu'on ait 50 000 personnes ou 26 000 personnes, ça ne change rien. Il y avait des millions de personnes, il faut le reconnaître, lors du projet de mariage pour tous. Ça n'est pas le cas actuellement. J'ai l'impression que dans la société, il y a un certain consensus qui se dégage sur cette loi qui va dans le bon sens, qui est un progrès pour les femmes, il faut le reconnaître. Alors un progrès pour les femmes, certes, Jérôme Dubu, et on va poursuivre le débat, mais derrière ce concept de PMA pour toutes les femmes et les couples de femmes, donc il y a l'idée également, et c'est ça qui est défendu, je pense, par Ludovine de la Rochère, c'est le fait que la paternité, elle devient un peu facultative. C'est l'argument qui est porté. Écoutez, il y a eu un débat, moi j'ai lu les débats du Comité national consultatif d'éthique, où tout le monde a été reçu de manière extrêmement objective. Et j'ai lu très précisément la déclaration du grand généticien Axel Kahn, qui était un peu sur ma position avant ce projet de loi, qui était de dire, au fond, c'est absurde qu'il n'y ait pas un père ou une mère, effectivement, et c'est, entre guillemets, antinaturel. Bon. Sa déclaration m'a beaucoup intéressé et je crois que tout le monde devrait la lire. Car il le dit devant ce comité national d'éthique, de bioéthique, la chose suivante. Il dit, moi aussi, j'étais un peu... comment dirais-je, un peu pas très encouragé par cette loi, par ce projet de loi, etc. J'étais un petit peu sur ma réserve. Et il a fait des enquêtes, il a regardé tout ce qui s'était fait depuis un certain nombre d'années dans d'autres pays, et la possibilité d'avoir un couple avec deux mères, il est prouvé aujourd'hui que sur l'enfant, ça n'a aucun impact. Pardon, excusez-moi. Ça n'a aucun impact. Moi, j'ai plutôt tendance à croire ce grand généticien de réputation mondiale que Madame Ludivine de la Rochère. Ludovine de la Rochère, il y a beaucoup d'études scientifiques, notamment aux États-Unis et en Europe, qui disent que les enfants de PMA élevés dans des familles homoparentales se développent comme les autres. On ne peut plus laisser dire ça. Pardon, les études. Si vous dites que vous avez lu le document, l'avis du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, le CCNE mentionne lui-même que à ce jour, il n'y a pas d'études qui ne souffrent pas de biais scientifiques et qui soient fondées. Et donc, quand j'entends même des ministres du gouvernement qui répètent la question des études, c'est faux, c'est absolument faux. Le CCNE l'a reconnu, il faut arrêter avec ça. Écoutez, non, dans les auditions, les choses étaient très claires, ça n'a pas été démenti. Il y a eu des études sur les enfants qui ont des femmes, sur les femmes seules qui ont des enfants, dont de toute façon, malheureusement, on connaît les bien plus grandes difficultés. Les Gilets jaunes l'ont encore davantage montré, Édouard Philippe le dit lui-même, et en même temps il veut ouvrir la PMA notamment aux femmes seules. À propos de la marchandisation humaine, ce dont je parlais, c'est pas de la gestation pour autrui, parce que vous peut-être ne connaissez pas très bien le sujet, donc pour vous la marchandisation humaine commence avec la GPA. La marchandisation humaine, c'est dans tous les pays qui ont étendu la PMA. Tous les pays, sans exception qui l'ont fait, se sont mis soit à payer les hommes, soit à acheter aux pays qui payent les hommes. La Grande-Bretagne, l'Espagne, la Belgique achètent les gamètes qu'ils utilisent au Danemark. Pourquoi ? Parce que quand on ne fait que ce n'est qu'un don, eh bien les hommes ne veulent pas donner leurs gamètes. Et c'est comme ça, le même problème s'est posé partout. Et d'ailleurs, la présidente du SECOS a bien dit et reconnu qu'il y allait y avoir un problème. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire comme ces autres pays. Je ne dis pas qu'on va tout de suite entrer dans la rémunération, mais on va se mettre à entrer sur le marché des gamètes. J'aimerais qu'on entende tous les intervenants autour de ce plateau. Un peu dans le fantasme. Mais on poursuit la conversation. On va entendre répondre Jérôme Dubu. J'aimerais qu'on entende Jean-Christophe Gallien et également Dominique de Montvalon, pardonnez-moi. Cet enjeu, il devrait largement dépasser les frontières du politique. Ce qui est malheureux aujourd'hui. C'est largement plus qu'un débat politique. C'est devenu un objet politique, alors ça ne devrait pas l'être. Et pour revenir à l'étude qui a été faite, l'étude
du comité bioéthique. C'est pas quelques semaines ou quelques mois qu'il aurait fallu sur cette affaire, qui est un enjeu avec des racines extrêmement profondes, qui viennent d'ailleurs plutôt peu de notre continent, mais plutôt des États-Unis, et vers l'ouest des États-Unis, avec des groupes assez actifs qui ont d'autres objectifs que simplement celui de faciliter la capacité pour les femmes d'avoir des enfants. C'est un point majeur. Et donc, ça veut dire qu'en gros, on n'a pas fait le travail suffisamment profondeur et se donner plus de temps. C'est pas un objet, pour moi, c'est pas un objet de promesse de campagne. Dans un contexte où, il faut le rappeler, aujourd'hui, on le voit bien sur tous les sujets, c'est pas parce qu'on gagne une élection présidentielle, voire une élection législative, qu'aujourd'hui, comme il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, on voit bien que la population accepte les projets qui ont été vendus sur un contrat signé d'ailleurs par une majorité en général, parce que c'est un premier tour qui fabrique les candidats. Donc, au-delà de tout ça, on n'a pas donné assez de temps à cet enjeu. Je veux me mettre ni d'un côté ni de l'autre, mais je trouve que c'est à la limite que Axel Kahn dise il y a un revirement en tout cas de choix ou de décision, ça m'intéresse pas. C'est pas suffisant. Que d'autres aient pu venir, c'est pas suffisant. Il y a eu de tous les côtés des gens qui ont pris des positions très contrastées, extrêmement différenciées. Parce que c'est un débat qui va au-delà du clivage réactionnaire. On ne doit pas l'amener. Exactement, c'est exactement ça. Et parce que non, je dis pas vous. Je n'avais pas entendu le mettre sur un plan politique. Non, mais je veux dire, c'est que c'est devenu un objet. Je parle pas de vous. Je parle de l'objet que c'est devenu, et c'est un objet devenu politique. Ça n'est pas digne pour la question qui est en cause. Non pas que la politique soit pas digne, mais ça dépasse largement l'enjeu de la cité. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus profond. Vous l'avez dit. Voilà. Et ça a surtout potentiellement des conséquences qu'aujourd'hui, celui qui dit l'inverse, soit est un militant d'une cause que je vois encore s'enraciner du côté de la Californie, soit, et qu'il y a d'autres options d'ailleurs, avec d'autres enjeux, soit est quelqu'un qui n'a pas assez travaillé. Les conséquences aujourd'hui ne peuvent pas être maîtrisées sur, d'abord, l'enfant, et sur ensuite l'ensemble du modèle de société qu'on veut construire. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Encore une fois, ça n'a pas été assez travaillé. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans des situations où s'opposent des camps, un camp plutôt minoritaire, vous avez raison, aujourd'hui les sondages montrent que la société française est plutôt favorable à cet enjeu, mais dans un contexte où on fait comme un référendum, c'est une question binaire à une question qui n'a rien à voir avec cet aspect binaire. Donc ça c'est le rôle du gouvernant, c'est le rôle du législateur de faire un travail qui n'est pas un objet binaire de vote de référendum. C'est un objet à longue haleine, c'est un travail qui n'a pas été fait dans ce pays. Là j'en veux beaucoup à celles et ceux qui ont porté ce sujet dans ces conditions aussi rapides. Maintenant ça ne veut pas dire qu'on peut dire oui ou non. C'est simplement qu'il faut plus de temps et qu'aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de le faire correctement. Pour alimenter le débat, avant d'entendre Dominique de Montvalon, entendre de nouveau évidemment Ludovine de la Rochère, on se disait il y a un instant, alors vous contredisiez les hypothèses scientifiques, parce que ce qui est au cœur finalement de tout ce débat, c'est le bonheur de l'enfant à naître, son évolution. Quoi de mieux que d'interroger les enfants qui sont nés de PMA, parce qu'en Europe, ça existe depuis des années, évidemment, des femmes françaises vont en Belgique, en Espagne pour obtenir cette PMA. On a rencontré justement un enfant qui est aujourd'hui un jeune adulte qui nous donne son témoignage issu de PMA donc, et qui a connu 2 mamans. Écoutez-le. Je pense que le concept de la figure nécessaire du père dans la famille, en fin de compte, n'a pas vraiment de base. Je pense que ce qui est important surtout pour un enfant, c'est d'avoir des parents qui l'aiment. Et je pense que voilà, ça dépend des situations plus que de la composition précise de la famille. Moi, je sais que j'ai eu 2 mères qui m'aimaient et que ça m'est très bien allé. Je ne me suis pas senti orphelin particulièrement de père, ça va. Il n'est pas unique ce témoignage, Ludovine de la Rochère, évidemment. Il y a énormément de témoignages de jeunes adultes donc nés dans ces circonstances-là. Est-ce que notre vision, elle n'est pas un peu brouillée par ces schémas hétéronormés de nos sociétés? Est-ce que la normalité ne doit pas évoluer et que vous restez figé sur la normalité d'avant? Il y a, pardonnez-moi, une réalité humaine, tout simplement, qui fait que pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme. Ça, c'est entendu. Et que, de manière universelle, un homme et une femme, c'est ce qu'on appelle le père et la mère de l'enfant. Alors, parfois, ils ne peuvent pas élever cet enfant pour différentes raisons. Mais qu'est-ce que vous répondez à ce jeune homme qui a vécu avec 2 mamans et qui est très heureux et très bien constitué? J'y viens. C'est-à-dire que ce jeune homme, il a eu une mère et une belle-mère qui l'ont élevé toutes les 2. Peut-être que sa belle-mère, la conjointe de sa mère, a été très importante pour lui, je ne le conteste pas du tout. Mais il se trouve qu'il a bien eu un père ou une mère. D'ailleurs, peut-être qu'il sait qui est son père parce que jusqu'à présent, en général, quand on était élevé, un enfant était élevé par 2 femmes, en fait, il savait qui était son père et sa mère. Ce qui est déjà très différent. D'autre part, vous savez, je peux aussi vous proposer des témoignages de personnes qui ont vécu la même chose et qui n'en ont pas du tout
tout la même position. Et parfois, la souffrance est tellement grande aussi qu'il peut être plus difficile de témoigner de difficultés, d'absence et de vide que certains ressentent. Et d'ailleurs, au Sénat, nous avons eu une jeune femme qui est venue témoigner de l'absence complète de père. Et j'ai été stupéfaite. C'était un beau témoignage. Et elle disait, moi, je vais bien en apparence. Oui, mais le fait d'avoir bien grandi ou mal grandi, ça existe dans des familles hétérosexuelles également. Attendez, je finis. Elle disait, je vais bien, j'ai des amis, j'ai fait des belles études. Oui, on dira comme ça que je vais bien, mais elle parlait quand même de ce qu'elle avait ressenti comme absence et comme vide. Et ce qui était étonnant, c'est qu'une sénatrice lui a répondu, votre exemple, madame, le printemps, l'hirondelle ne fait pas le printemps, votre exemple à lui tout seul ne signifie rien. Or, c'est ce qui se passe tout le temps. On sort un témoignage, et on peut toujours en trouver plusieurs. Mais au final, est-ce qu'on peut dire qu'un père n'est pas important pour un enfant, pour un ado, pour un jeune? Alors la question n'est pas de savoir si le père est important, mais si deux mères peuvent élever un enfant. Et l'absence de père, les pères démissionnaires, on sait que cela pose problème parce que c'est quelque chose d'assez répandu. Ça a été d'ailleurs commenté par des sociologues, y compris dans le journal Libération, sur le fait que l'absence, que ce soit l'absence physique, l'absence, on ne le connaît pas, ou l'absence parce qu'il ne se prend pas, il n'assume pas sa paternité, eh bien elle est problématique pour de nombreux jeunes. Et beaucoup de ceux qui passent devant la justice n'ont pas ou plus de relation avec leur père. On va marquer une courte pause dans un instant, mais j'aimerais entendre la position de Dominique de Montvalon avant d'entendre Georges Fenech après la pub. Je rebondis sur le témoignage que vous nous avez montré, c'est ce que j'avais en tête personnellement. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je pense en général et singulièrement ce soir à ceux qui nous écoutent, qui sont des parents ou qui sont des enfants nés de PMA et dans quelques cas, puisque ça existe aussi, je ne veux pas mélanger les deux sujets, de GPA. Et je pense que c'est le cas, jusqu'ici, je ne fais le procès à personne, mais on doit avoir, indépendamment de nos positions théoriques qui renvoient à des choses fondamentales chez chacun d'entre nous et collectivement, on doit avoir en tête prioritairement le fait qu'on doit mesurer les propos qu'on tient. Je dis personne en cause dans ce qui a été dit jusqu'ici, mais en revanche, même peut-être dans le reportage tout à l'heure, il y a des propos qui sont blessants, qui sont sincères mais blessants, qui sont presque injurieux pour ceux. Alors, il se trouve que je connais, je n'en fais pas une extrapolation statistique ou encore moins sondagière, que je connais quelques cas, ça nourrit ma réflexion, ça ne la dicte pas. Je connais un certain nombre d'enfants et de familles qui sont nés de PMA, même de GPA. Encore une fois, j'arrête là parce que je ne veux pas mélanger les deux sujets. La GPA n'est pas dans le projet de loi, on le rappelle. Ça, oui, mais si je la mentionne, c'est parce que si je la mentionne, c'est parce que c'est la réalité. Et parce que cette réalité, elle est intrinsèque. Bien sûr, nous devons prendre le temps. Je comprends tout à fait cette position. On s'est peut-être trop précipité, on devrait attendre encore, etc. Mais on est débordé par une situation qui est une